تيار المستقبل، تيار وطني مدني ديمقراطي. ازدواجية السلاح الشرعي وغير الشرعي. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur Futur TV pour cette nouvelle édition de la rédaction. Voici les titres de ce journal. Michel Sleiman veut un gouvernement qui puisse affronter les échéances constitutionnelles dans les plus brefs délais. Le président libanais est déterminé à y travailler avec le Premier ministre désigné Tamam Salam. Réunion sécuritaire à l'aéroport international de Beyrouth alors que les familles des pèlerins libanais enlevés en Syrie menacent de bloquer la route menant à l'AIB ainsi que le trafic aérien. Israël donne son feu vert à la construction de près de 1000 nouveaux logements à Jérusalem-Est. Une décision qui intervient à la veille de la reprise des pourparlers de paix entre Israéliens et Palestiniens. Et dans ce journal, on ira aussi au Mali où le favori Ibrahim Boubacar Keïta remporte le second tour de l'élection présidentielle. Son adversaire Soumaïla Cissé admet sa défaite et le félicite avant même la publication des résultats officiels. Le dossier de la formation du nouveau gouvernement, toujours dans l'impasse, le président Michel Sleiman plaide pour un cabinet qui puisse suivre les travaux du comité du dialogue national à la veille des échéances constitutionnelles, notamment la présidence. Il affirme qu'il ne renoncera pas à ses prérogatives de former le gouvernement et travaillera avec le Premier ministre désigné Tamam Salam. S'exprimant à l'occasion de son arrivée à sa résidence estivale de Bétédine, Michel Sleiman a réitéré l'importance du respect de la déclaration de Brabda, déclaration qui garantit l'union et la stabilité du Liban. Toujours selon le chef de l'État, l'objectif de la formule armée, peuple, résistance est de protéger le pays à condition qu'elle soit dirigée et gérée par l'État libanais. Un message clair à l'intention du Hezbollah. Réunion sécuritaire à l'aéroport international de Beyrouth ce mardi sous l'égide du président de la commission parlementaire des travaux publics et des transports, le député Mohamed Kabbani. Le ministre sortant de l'Intérieur, Marouane Charbel, et le directeur général de l'aviation civile y étaient également présents. Prévue depuis la semaine dernière, cette réunion devait surtout aborder des questions techniques et administratives. Mais après l'enlèvement vendredi des 2 pilotes turcs de la Turkish Airlines, le volet sécuritaire a pris le dessus. Kabbani a indiqué que la question de la sécurité de l'AIB nécessite une décision politique, soulignant que l'aéroport est une ligne rouge pour toutes les partis politiques. Ces déclarations interviennent alors que les familles des pèlerins libanais enlevés à Azaz en Syrie ont menacé de bloquer la route de l'aéroport ainsi que le trafic aérien après l'arrestation d'un des leurs pour lien présumé avec les ravisseurs des pilotes turcs. Le Liban officiel rejette toute opération d'enlèvement, une déclaration du ministre sortant des Affaires étrangères, Hanan Mansour, qui a indiqué que les autorités sécuritaires poursuivent leurs efforts pour libérer les 2 pilotes turcs. Le chef de la diplomatie libanaise a par ailleurs écarté la possibilité pour Ankara d'avoir recours à des sanctions économiques, assurant que l'affaire est limitée aux 2 otages. Concernant les pèlerins libanais détenus à Azaz, Mansour a démenti toute responsabilité turque dans le rapt des Libanais qu'il a attribué à un groupe armé syrien. L'ambassadeur turc en poste au Liban a tenu des propos similaires, soulignant que la Turquie n'a ni ambassade ni consulat en Syrie. Un groupuscule qui se fait appeler les pèlerins de l'imam Rida a revendiqué vendredi le rapt des pilotes turcs. Les ravisseurs réclament qu'Ankara use de son influence auprès des insurgés syriens pour qu'ils relâchent les pèlerins libanais. La conférence internationale sur la Syrie est encore loin de se concrétiser. La Russie estime qu'elle ne se tiendra probablement pas avant le mois d'octobre. Genève 2, dont la tenue a été proposée conjointement par Moscou et Washington au début du mois de mai, est censée réunir autour d'une même table aux représentants du gouvernement de Bachar el-Assad et de la rébellion. L'évolution de la situation sur le terrain ainsi que l'opposition entre Russes et Américains sur la présence de l'Iran à cette conférence rendent difficile la tâche des diplomates. Le vice-ministre russe des Affaires étrangères explique ainsi que de nouvelles discussions préparatoires prévues fin août, puis l'agenda diplomatique international en septembre ne permettrait pas la tenue des pourparlers avant octobre au plus tôt.
Alors que la justice égyptienne a prolongé hier de 2 semaines la détention préventive de Mohamed Morsi, les partisans du président islamiste déchu appellent à de nouvelles manifestations massives. Ils réclament son retour au pouvoir et la fin du coup d'État militaire initié le 3 juillet dernier. Les nouvelles autorités du Caire ont promis de disperser les islamistes barricadés depuis plus d'1 mois sur 2 places de la capitale. La police a, elle, annoncé une opération imminente mais graduelle contre leur sit-in en essayant de faire partir les femmes et les enfants pour éviter toute nouvelle effusion de sang. Dans un instant, direction Cuba pour l'anniversaire de Fidel Castro. Retour sur le plateau de l'info de Futur TV. Israël donne son feu vert à la construction de près de 1000 nouveaux logements à Jérusalem-Est. Une décision qui intervient à la veille de la reprise des pourparlers de paix entre Israéliens et Palestiniens. En Cisjordanie, les familles se préparent à la libération ce soir de 26 prisonniers palestiniens par les autorités israéliennes. Après 23 ans passés derrière les barreaux pour complicité de meurtre d'un soldat israélien, Mohamed Nashabat s'apprête à rentrer chez lui dans la bande de Gaza. Toute sa famille l'attend, la maison a été redécorée pour l'occasion. Sa femme Fatmé a le sourire aux lèvres. Comment, à votre avis, nous devons nous sentir après 23 ans? Nous sommes extrêmement heureux. Je n'ai jamais été aussi heureux qu'aujourd'hui. C'est tellement difficile de grandir sans un père. La présence du père est essentielle. Le père guide. Il peut être sévère, parfois moins strict. C'est ça, un père. Dieu merci, j'ai l'impression de retomber en enfance. On peut repartir à zéro. Direction Bethléem, en Cisjordanie, chez les Assakra. Ici, on célèbre le retour de Khaled. Dans les rues, les voisins félicitent Naïef, le frère du détenu inculpé pour avoir poignardé à mort une touriste française dans un restaurant de Bethléem. Il avait alors 18 ans. Naïef n'a pas vu son frère depuis plus de 20 ans. Je suis très heureux. J'aurais souhaité que mes parents soient toujours en vie pour l'accueillir. Mon père a passé plus de 20 ans à lui rendre visite en prison et attendait le jour de sa libération. Mohamed Nashabat et Khaled Assakra font partie des 104 prisonniers qu'Israël a décidé de libérer en signe de bonne volonté dans la reprise des négociations. C'est un pas dans la bonne direction, c'est très important pour nous. La plupart des prisonniers qui seront relâchés étaient condamnés à la réclusion à perpétuité. Ils ont déjà purgé plus de 20 ans de prison, je pense que c'est un succès. Côté israélien, l'annonce de ces libérations a bouleversé certaines familles endeuillées qui ne veulent pas voir sortir de prison les hommes qui ont tué leurs proches. Appuyés par l'association Almagor, plusieurs familles de victimes ont saisi la Cour suprême pour tenter de bloquer les libérations décidées par le gouvernement. C'est le cas de Gila Molcho. Le frère de la manifestante a été tué dans les années 1990 par un Palestinien qui est prêt à être libéré de prison. Elle estime que laisser sortir les prisonniers comme un geste de bonne volonté envers l'autorité palestinienne est injuste. Je veux que le gouvernement comprenne qu'il donne un mauvais message à nos jeunes, parce que nos jeunes comprennent maintenant que leur sang n'a aucune valeur, et ils donnent un mauvais message aux autres qu'ils doivent aller de l'avant et tuer parce qu'ils leur donnent le pouvoir. Et ils donnent un mauvais message à mes enfants parce que quand je rentre chez moi, je dois leur dire que cet homme va être libéré comme un geste symbolique. Les meurtriers ne reçoivent pas de peine. Ils doivent recevoir la peine de mort ou au moins purger une peine à vie et pas être libérés après 20 ans comme victorieux. C'est un jour très triste pour les familles, pour la société israélienne, mais c'est un jour très heureux pour l'organisation terroriste, pour les Palestiniens. C'est dans ce contexte que des voix s'élèvent pour critiquer la reprise des négociations dont le second round est prévu demain à Jérusalem. Côté palestinien, la relance des pourparlers est critiquée au sein même des factions de l'OLP et surtout par le Hamas, le mouvement islamiste qui contrôle la bande de Gaza depuis 2007. En Israël, on en trouve au sein de la coalition et même au Likoud, le parti du Premier ministre Benjamin Netanyahou. De leur côté, les colons ne veulent pas entendre parler d'un accord de paix ni d'un État palestinien.
Ce mardi 13 août, la municipalité de Jérusalem a approuvé un nouveau plan de 942 logements dans la colonie de Gilo, à Jérusalem-Est. Un coup dur pour la diplomatie américaine du secrétaire d'État John Kerry, qui a exprimé ses graves inquiétudes, ajoutant que les États-Unis considèrent comme illégitimes toutes les implantations. L'Union européenne a de son côté exhorté Israéliens et Palestiniens à s'abstenir de toute démarche de nature à faire dérailler les négociations. L'ONU a également rappelé qu'elle considérait la colonisation en Cisjordanie comme illégale, tandis que la Russie s'est montrée encore plus critique, jugeant cette annonce contre-productive. On reste dans la région. Une roquette tirée depuis le Sinaï égyptien vers Eilat, dans le sud d'Israël, a été détruite en vol par un système d'interception. Tsahal a confirmé le tir de la roquette et son interception grâce à une batterie d'Iron Dome. Dans la nuit, un groupe djihadiste a affirmé avoir tiré une roquette Grad sur Israël en représailles à un récent raid aérien meurtrier qu'il a attribué à l'État hébreu. La ville balnéaire d'Eilat est très fréquentée l'été par des touristes israéliens et étrangers. Située près de la frontière avec la péninsule du Sinaï, elle est fréquemment la cible de tirs de roquettes. Direction le Yémen à présent, où 2 membres présumés d'Al-Qaïda ont péri dans un tir de drone dans la province de Shabwa. C'est dans le sud du pays. La voiture dans laquelle ils circulaient a été entièrement détruite dans l'explosion. Leur décès porte à 37 morts au moins. Le bilan des tirs de drone effectués ces 2 dernières semaines contre des insurgés présumés proches d'Aqpa, Al-Qaïda dans la péninsule arabique. Les tirs de drone se sont accentués depuis l'alerte à la sécurité lancée après l'interception de communication entre le dirigeant d'Aqpa et le chef du réseau Al-Qaïda, Ayman Zawahiri. Alerte qui avait conduit les États-Unis à fermer une vingtaine de leurs ambassades dans la région. Le Mali a un nouveau président, il s'appelle Ibrahim Boubacar Keïta. L'ancien Premier ministre est désormais chef de l'État. Son adversaire Soumaïla Cissé a reconnu dès hier soir sa défaite au second tour de la présidentielle organisée dimanche. IBK était arrivé largement en tête du premier tour le 28 juillet dernier en obtenant près de 40% des voix. 22 des 25 candidats en lice lui avaient apporté leur soutien. Malgré quelques irrégularités, les observateurs internationaux ont salué le déroulement de l'élection. Figure de la vie politique malienne, IBK avait fait campagne sur la promesse de restaurer l'ordre et rétablir l'honneur du Mali. Le nouveau président a de lourds défis devant lui. Depuis janvier 2012, le Mali a subi une offensive de rebelles Touaregs dans le nord, suivie d'un putsch en mars, puis l'occupation du nord par des groupes djihadistes et enfin l'intervention militaire de la France en janvier dernier. Avant de nous quitter, en bref, dans le reste de l'actualité de ce mardi, en Irak, 13 personnes ont péri dans de nouvelles violences. Elles portent à plus de 3400 le nombre de personnes tuées dans des attentats depuis le début de l'année en Irak, soit une moyenne de 15 morts par jour. Cette vague de violence survient 3 semaines après 2 assauts spectaculaires menés par un groupe lié à Al-Qaïda contre 2 prisons irakiennes qui ont permis la libération de plusieurs centaines de détenus, dont de hauts responsables du réseau extrémiste. Un navire de la Royal Navy a quitté l'Angleterre pour Gibraltar où il doit faire escale dans le cadre de manœuvres prévues de longue date. Mais le déploiement du HMS Westminster intervient alors que le territoire britannique est au cœur d'un regain de tension entre Londres et Madrid qui en revendique la souveraineté. La frégate est attendue à Gibraltar d'ici une semaine où elle entamera des exercices militaires en Méditerranée et dans le Golfe baptisé Cougar 13. Et puis Fidel Castro fête aujourd'hui ses 87 ans, retiré du pouvoir depuis juillet 2006. L'ancien président cubain vit reclus dans sa résidence de l'ouest de la Havane. Sa dernière apparition publique remonte au 9 avril dernier. Dans son dernier message en juillet dernier, Fidel Castro a simplement écrit « J'ai vécu pour lutter ». Ce chef de guérilla prend le pouvoir par les armes en 1959. Icône révolutionnaire pour les uns, ennemi des droits de l'homme pour les autres, il reste une personnalité controversée. Et voici tout de suite le rappel des titres qui ont marqué l'actualité de cette journée. Michel Sleiman veut un gouvernement qui puisse affronter les échéances constitutionnelles dans les plus brefs délais. Le président libanais est déterminé à y travailler avec le Premier ministre désigné Tamam Salam. Réunion sécuritaire à l'aéroport international de Beyrouth alors que les familles des pèlerins libanais enlevés en Syrie menacent de bloquer la route menant à l'AIB ainsi que le trafic aérien. Israël donne son feu vert à la construction de près de 1000 nouveaux logements à Jérusalem-Est, une décision qui intervient à la veille de la reprise des pourparlers de paix entre Israéliens et Palestiniens.
Ibrahim Boubacar Keïta remporte le second tour de l'élection présidentielle au Mali. Son adversaire Soumaïla Cissé admet sa défaite et le félicite avant même la publication des résultats officiels. Merci de votre attention. Retrouvez-nous tous les jours à 16h40 heure de Beyrouth. Vous pouvez également nous suivre en ligne sur notre site web ou en téléchargeant notre application mobile. Excellente suite de programmes sur notre antenne et bonne soirée. تيار المستقبل، تيار وطني مدني ديمقراطي. ازدواجية السلاح الشرعي وغير الشرعي.